Quand on part à Goma au Congo, quand on part en Irak à la frontière syrienne ou quand on part à Gaza, le fait de partir c'est pas rien, de partir là-bas. Donc il y a aussi beaucoup de tension, il y a de l'appréhension. Et en fait à ce moment-là quelqu'un arrive en nous disant vous avez filmé la demeure d'un des chefs du Hamas, du coup qui êtes-vous? Pas de bol. Pas de bol, ouais, pas de bol. Notre fixeuse était dans un état de stress tellement élevé, elle a crié, hurlé, puis ça a pris des proportions assez folles. J'étais rentré dans un espèce de bras de fer aussi avec les autorités israéliennes, en leur disant qu'en tant que journaliste international, dans le cadre de la liberté éditoriale, etc., du droit de la presse, tout d'un coup tu utilises toutes les cartes que tu peux avoir. Moi, c'est un des reportages qui m'a le plus marqué. Je pense que c'était le plus dur. Tu sens que c'est vraiment une poudrière et que ça peut partir n'importe quel moment. Ça, tu le sens dans l'air. Tout le monde dit qu'il va se passer quelque chose, mais tu sais pas quand. Salut à tous et bienvenue sur Press Room. Sur cette chaîne, on vous embarque dans les coulisses de grands reportages. Des journalistes racontent les anecdotes inédites de leur tournage et ils dévoilent les secrets de fabrication insoupçonnés de leurs enquêtes. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Julien Bagour. C'est le rédacteur en chef de Tataki, une chaîne YouTube qui produit des reportages et qui cartonne avec 3 millions de followers. Dans cet épisode, Julien dévoile l'envers du décor de son tournage à Gaza avec les pressions incessantes du Hamas. Il revient aussi sur les témoignages déchirants d'anciens esclaves de Daesh dans son documentaire en Irak. Alors si vous aimez les grands reportages, abonnez-vous, likez, commentez, on a besoin de vous et surtout activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ça tourne avec Julien Bagour. Salut Julien. Salut Esther. Merci d'être venu depuis la Suisse pour Press Room. Depuis loin. Depuis loin. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, on a des fans de Tataki dans l'équipe. C'est vrai? Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Et toi, c'est quoi ton rôle alors chez Tataki? Chez Tataki, je suis rédacteur en chef. Donc je m'occupe principalement de tout ce qui est production et éditorial, donc de toute la rédaction. Et je suis co-chef de Tataki. Et tu pars aussi en tournage avec Sacha Porcher, qui est le visage connu de Tataki. Qui est un des 2 gros visages connus sur YouTube. Yo la MIF, c'est Sacha, j'espère que vous allez bien. On est très fiers de vous présenter cette vidéo. Sur la série Mon Pays, on va couvrir des zones un peu plus complexes et rencontrer les jeunes sur place pour leur donner un peu la parole. Et dans ces cas-là, on part à 3. On est au 12 millième checkpoint de la journée. Je vais pas vous mentir, c'est assez pénible en vrai, parce que du coup tu sais jamais vraiment combien de temps ça va durer. Et on attend. On attend. Alors les amis, ça fait plusieurs heures qu'on est là, la nuit est tombée. Ah, il arrive. So, let's go. Vous montrez beaucoup les coulisses de vos reportages. Pourquoi vous avez choisi de faire ça, de montrer d'ailleurs toutes les galères que vous avez, etc. Ouais, c'est-à-dire quand on part à Goma au Congo, quand on part en Irak à la frontière syrienne ou quand on part à Gaza, le fait de partir c'est pas rien, de partir là-bas. Donc il y a aussi beaucoup de tension, il y a de l'appréhension. Sur place, il se passe toujours plein de choses. Puis en fait ça fait partie de l'histoire du contenu. L'idée c'est pas juste de montrer finalement les infos qu'on va récupérer ou les témoignages qu'on a. Et c'est aussi de montrer par quoi nous on va passer pour avoir ces témoignages-là et puis surtout comment on les ressent après les avoir eus. Puis c'est un peu, alors je dirais pas la marque de fabrique, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on essaie de faire sur tous les contenus Tataki. Là, c'est un endroit qui a été totalement bombardé. Waouh. Ouais, c'est hardcore. On dirait un faux décor quoi. Putain, tous les impacts de balles, de déflagration. Ça fait froid dans le dos. Je pense que les gens aiment bien ça parce que ils se reconnaissent dans Sacha pour ces reportages-là. Pour eux, c'est pas juste des reporters ou des journalistes ou des vidéastes qui dévoilent des faits ou qui parlent d'enquêtes, etc.
C'est des jeunes qui s'intéressent à un sujet et qui vont donner un petit peu des clés de compréhension de ce sujet-là. Puis du coup, ça permet d'être vachement plus attaché à la personne. On n'est pas juste attaché à Tataki, je pense que les gens sont attachés à Sacha. Qu'on n'est pas juste là pour parler des faits, pour aller chercher une info, mais on veut créer toute une histoire. En télé, en radio, des reportages dans des zones de guerre ou des reportages difficiles, il y en a qui sont incroyables. Mais je pense que le public, à force, est presque habitué à ces zones-là. C'est habitué à ces reportages-là parce qu'en fait, on était uniquement sur du témoignage très factuel et puis des faces caméra très factuelles de ces journalistes qui expliquent tant de morts, tant de déplacés, tant de problèmes, tant de réfugiés, etc. Nous, on voulait vraiment casser ça. Sacha, quand il y va, c'est un jeune qui a 32 ans et puis qui rencontre des gens et puis il est très curieux de connaître leur histoire. Il y va presque pas dans une démarche journalistique pour chercher des infos, il y va plus comme une démarche d'un jeune curieux qui va rencontrer un autre jeune et puis discuter avec lui pour comprendre son histoire. Puis ça fait la différence. Vous avez une approche peut-être plus subjective finalement. En tout cas, c'est sûr que le fait de couvrir ces zones-là, de toute façon, c'est purement subjectif. Le fait de les couvrir avec cet angle-là, c'est purement subjectif. La neutralité journalistique, pour moi, elle est utopique, c'est une espèce de grand mantra qu'on s'est tous dit depuis toujours, mais en fait, le fait de couvrir ces endroits-là, avec cet angle-là, de choisir ces personnes-là, cette musique, cette atmosphère, de toute façon, c'est très subjectif. Donc autant l'assumer jusqu'au bout, ce qui n'empêche pas évidemment d'être factuellement irréprochable, mais par contre d'assumer le côté subjectif et d'assumer le côté aussi très personnel. Sacha, pour prendre cet exemple-là, c'est quelqu'un de très sensible. Cette sensibilité, il faut l'assumer. Ça marche très très bien, c'est un gros carton. Ça marche bien, on est content. On est content, après on reste très humble, on sait comment ça se passe sur les réseaux, on est très fort d'un coup et puis on peut très vite disparaître si on se remet pas en question, si on change pas, etc. J'aimerais qu'on parle du reportage que tu as réalisé à Gaza avec Sacha Porcher et Pablo. Je rappelle que Gaza, c'est une enclave palestinienne qui est sous le contrôle du Hamas depuis 2007. Tu as passé une semaine là-bas, c'était avant le 7 octobre, mais les tensions étaient déjà très fortes. Est-ce que vous avez flippé avant de partir ? Moi, je suis d'un tempérament assez anxieux. Donc, c'était une zone que je voulais couvrir. Je pense on a tous, et je pense que t'en as aussi, des endroits que t'as absolument envie de couvrir dans ta vie. Moi, Gaza, ça faisait partie des endroits que je voulais absolument couvrir une fois dans ma vie. Au moment de partir, c'était en mai 2022. Il y a eu pas mal de tensions déjà. Il y avait pas mal de tensions en Cisjordanie à ce moment-là, ce qui fait qu'on n'a pas pu être autorisé à rentrer. Israël avait fermé le checkpoint. À ce moment-là, c'est le premier coup de stress. Avec Pablo et Julien, on passe l'après-midi au téléphone avec les autorités israéliennes. On essaye par tous les moyens de négocier notre passage. On commence même à imaginer ce qu'on pourrait faire si on n'arrive pas à traverser. Finalement, la journée passe et c'est qu'après de longues heures à attendre qu'on reçoit ce message. J'étais entré dans un espèce de bras de fer aussi avec les autorités israéliennes, en leur disant qu'en tant que journaliste international, dans le cadre de la liberté éditoriale, etc., le droit de la presse, tout d'un coup tu utilises toutes les cartes que tu peux avoir. Finalement, ils nous ont laissé rentrer. Et effectivement, on y est resté 8 jours. Ça a été 8 jours hyper intenses, mais en fait hyper lourdes. Parce qu'en fait, il y a une tension, et à l'époque, il y avait une tension déjà constante, c'est très anxiogène. Et puis en fait, je pense, moi, c'est un des reportages qui m'a le plus marqué. Je pense que c'était le plus dur. Alors que finalement, factuellement, il s'est pas passé grand-chose et il n'y a pas eu de bombardement, on ne s'est pas fait tirer dessus, on ne s'est pas fait kidnapper ou quoi que ce soit. Tu sens que c'est vraiment une poudrière et que ça peut partir à n'importe quel moment. Ça, tu le sens dans l'air. Encore une fois, c'est une tension qui dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut se passer quelque chose. Tout le monde dit qu'il va se passer quelque chose, mais tu sais pas quand. Nous, on voulait absolument parler de la vie réelle de Gaza en donnant la parole aux Gazaouis. C'était le plus important. On voulait rencontrer ce qu'on a fait, une chanteuse qui s'appelle Raaf. مع بداية دخول السلطات على غزة صار من بدناش نقول مستحيل بس من اللي كتير صعب إنه حدا بعمر أكتر من 16 وبنت تكون بتغني. Une fois sur place, à Gaza, vous avez eu beaucoup de problèmes avec le Hamas, c'est ça? Il y a un moment où il y a eu vraiment une petite étincelle, rien du tout. C'est la scène qu'on voit quand vous êtes dans la voiture. On est dans la voiture, là, ça crie pas mal. Pablo est en train de filmer un endroit, donc faire juste un plan de b-roll. Donc un plan de b-roll, c'est juste, pour les gens qui nous regardent,
un plan d'illustration, donc ça peut être un plan de maison, ça peut être un plan de rue, enfin c'est juste des plans qui nous permettent de faire des plans de coupe. Et en fait, à ce moment-là, quelqu'un arrive en nous disant vous avez filmé la demeure d'un des chefs du Hamas, du coup, qui êtes-vous? Pas de bol. Pas de bol, ouais, pas de bol. صور شنا زوايا ولا غيره وانت مش راجل عندك تقنعني اطلع بالسياره يا حبيبي ايه نمنعك انا مالك اصحاب السياره ممنوع تطلع كيف رجل امن وين على الشارع هات بطاقتك طلع له كرنيهك على يا اخي هذه بلطجه هذه بلطجه لا بلطجه انا هذه بقول لك خلاص لا هذه بلطجه هذه ابعد عن السياره لو سمحت قاعد بتصور في المنطقه طب لو سمحت ابعد عن بقول له السياره احذف الصور مش راضي يحذف رجاء يباك تعال بسرعه ايه ابعد عن السياره انا مش صايبك انا مش صايبك ايش مش سايبني ابعد عن السياره انت مانعني ببلغ فيك انا بلغ في هاي هاي هويتك السياره Puis du coup, en fait, ça crée vite un mouvement de foule parce que quelqu'un qui crie vite dans la rue, que ce soit à Paris, à Gaza ou ailleurs, en fait, les gens arrivent, il y a des curieux, etc., etc. Et là où en fait cette petite scène aurait pu se désamorcer assez vite, notre fixeuse était dans un état de stress tellement élevé, elle a crié, hurlé, puis ça a pris des proportions assez folles parce que évidemment, encore une fois, elle crie, elle hurle, donc du coup, il y a d'autres gens qui se ramènent et puis on se retrouve vite avec 50, 60 personnes autour de la voiture. C'est finalement notre chauffeur qui calme la situation et puis en fait, on est assez vite parti. Mais ce qui fait qu'on n'était pas du tout en confiance à ce moment-là. Il nous restait, c'était assez tôt dans le reportage, il nous reste encore 4-5 jours à faire, on a des zones assez compliquées à aller couvrir, on doit aller dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza. On sait que c'est pas un endroit aussi où les journalistes sont forcément très bien accueillis. Résultat, moi je suis pas du tout en confiance et puis à ce moment-là, quand on est en tournage à l'étranger, et puis ça tu le sais très bien, le fixeur c'est ta vie, c'est ta caution. C'est ta sécurité, c'est ton tournage, c'est toutes tes histoires, mais c'est surtout ta vie. C'est-à-dire que c'est un bon fixeur, ça te sauve un reportage. Un mauvais fixeur peut te mettre complètement en danger. Moi, je suis assez anxieux aussi parce que je les vois, les news arriver, et puis je me dis à quel moment ça va péter. Si ça pète, qu'est-ce qu'on fait? Il y a cette question qui vient aussi assez vite. Et vous aviez prévu quoi d'ailleurs? On en a beaucoup discuté. Si ça pète, et puis ça veut dire quoi péter? Est-ce que si ça pète, on reste? Est-ce que si ça pète, on part? Ça dépendait un peu de, je dirais, Ça fait du aussi niveau. partie de votre histoire, j'imagine. Ça fait partie de l'histoire. Je pense qu'on serait resté. Enfin, c'est trop dur à dire. Je pense qu'on serait resté, mais on aurait évidemment tout changé. T'es parano un peu? Ouais, là-bas j'étais parano. Ouais. Là-bas j'étais parano. Et puis en fait t'es un peu obligé d'être parano, mais tu peux pas écouter ta paranoïa. Mais ouais, t'es obligé, parce qu'en fait une bonne parano, en tout cas une bonne peur, c'est peut-être pas parano, mais une bonne peur te force à prendre les bonnes décisions. Mais peur, oui, pendant les 7 jours, tu écoutes pas ta peur, mais ta peur. T'essaies d'écouter un peu ton feeling. En plus, t'es dans un truc où tu deviens presque spirituel, mais tu te dis, ok, j'ai décidé que j'y allais parce que je le sens. Il y a rien qui te fait, il y a tout qui te dit de partir, mais tu dis, je le sens, ça peut se faire. Vous avez quand même votre ingénieur du son qui s'est fait arrêter par le Hamas. Ouais, il y avait un matin où on devait aller, une journée de tournage assez classique. On avait un ingénieur du son qui était un ingénieur du son local. Et en fait, en arrivant devant chez lui, il n'est pas là. On savait qu'il y avait, encore une fois, à cause de cette tension, le Hamas qui nous demandait régulièrement d'aller expliquer ce qu'on avait tourné. Ah oui? Ouais, c'était un truc... il demandait à la fixeuse, il voulait savoir exactement ce qu'on avait tourné, etc., etc. Notre ingénieur du son, il a été mis en garde à vue, on va dire. Ouais. Interrogé par le Hamas pour savoir ce qu'on avait filmé, ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était dit, etc., etc. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé une journée sans preneur de son, et puis avec, encore une fois, cette espèce d'anxiété, parce que tu vas le matin récupérer ton preneur de son, tu sais qu'il s'est fait arrêter, tu sais qu'ils sont en train de le questionner sur les images que tu as tournées, tu sais pas vraiment ce que lui va dire, tu sais pas quelle va être la finalité de tout ça, et puis surtout 3 jours après, tu vas devoir leur passer ce checkpoint. Donc tu vas devoir les revoir, ces gens du Hamas, et puis tu vas devoir après revoir aussi les gens d'Israël qui te re-questionnent de la même manière. Donc ouais, ça a refait encore grimper, comme si c'était pas suffisant, mais ça a refait encore un peu grimper le stress. Ce que j'ai bien aimé dans votre reportage, c'est que c'est une des rares fois où on voit justement la vraie vie quotidienne des Gazaouis. On voit que les jeunes chantent, étudient, travaillent. Et c'est des images qu'on voit très rarement sur Gaza. Comment il a été perçu, ce reportage, justement? Sur ce sujet-là, tu sais que tu feras pas l'unanimité. Pourquoi? Tu feras pas l'unanimité parce que tu sais que c'est un sujet qui est assez inflammable. On savait que c'était un sujet qui allait potentiellement partir ou faire monter le clash. Il y a eu beaucoup de critiques aussi parce qu'on n'a pas donné la parole aux Israéliens.
Et ça, en fait, on nous l'a beaucoup aussi Il reproché. suffit de faire un reportage sur la jeunesse israélienne. Ouais, mais on nous disait, mais si vous donnez la parole, faut donner aussi. Enfin, encore une fois, comme je disais, le côté inflammable, c'est-à-dire que par la profession, il a pu aussi être un peu critiqué parce que tout d'un coup, on n'est pas uniquement. En fait, on montre les jeunes et puis on montre la vraie vie, c'est-à-dire que oui, et c'est une évidence et puis c'est indéniable, les Gazaouis souffrent, c'est sûr. Depuis très longtemps, les Gazaouis souffrent, mais en fait, les Gazaouis, ils vivent. Ils vivent aussi, ouais. Comment ça se passe à Gaza quand on a 20 ans? Comment ça se passe? Est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on a de l'espoir? Comment on flirte? Quelles sont les études? C'est quoi les relations avec les parents? C'est quoi? Enfin voilà. Non. Alhamdulillah, good. À Gaza, on a discuté pour revenir sur Gaza avec deux jeunes qui sont Baha et Abdelhadi. Je sais que Sacha, ça l'a touché parce que c'était des jeunes qui avaient 25 ans et qui étaient malheureusement dans une naïveté complète et qui avaient l'impression que grâce à ce reportage, les choses allaient changer. Pour eux? Ouais. Et comment tu gères ça, justement? Assez mal parce que, évidemment, on leur dit que c'est pas le cas. Mais évidemment, on leur dit qu'on veut mettre la lumière sur ce qu'ils vivent. والله هذه الحزن على الكل. احنا كنا المجتمع كنا عزلانين على الوضع اللي نحن فيه وصابرين على حياتنا وعلى المجتمع اللي فيه احنا. هو طبيعي احنا متعودين على هذا الاشي، لكن في فترات بتحز بنفسه. نروح خلص بدنا نفك على حالنا، يعني بنروح على البحر بنفرط، يعني بندمع بنفضفض. Pour eux, ils se disaient, si le monde sait comment on vit, le monde va agir. Non, il y a de grandes chances que non. Mais effectivement, on va quand même mettre la lumière sur ton récit. Mais ça, c'est assez dur, parce qu'en fait, effectivement, c'est une naïveté totale. Oui, effectivement, c'est complètement injuste, ce qui t'arrive, Baha, mais les gens le savent, et puis en vrai, ça nous dépasse. T'as aussi tourné en Irak, dans le Sinjar? Ouais, pour aller rencontrer des Yézidis. C'est une communauté, c'est une ancienne communauté, c'est une ethnie, une religion, un peu tout ça, qui ont été massacrés Par à l'époque de Daesh. Ouais. Mais en fait, après coup. Quand tous les médias internationaux se sont barrés et puis ont mis la lumière sur autre chose, comment ils vivent ces jeunes? Comment ils vivent avec les traumas qu'ils ont vécus? Comment ils se reconstruisent? Comment ils ont des relations finalement assez simples après ça? تعرضوا للاغتصاب، تعرضوا للسبي، تعرضوا للبيع عدة مرات. حدث إلهم يعني ما نقدر نوصفه بكلمات. وش وقت تحررتي من المخيم من طلعتي جديد؟ من 2024 هذا يعني بنحمل حملة أخيرة. اوكي بس انت طلعتي ولا كان اكو ناس جنب؟ لا بس أنا. Vous avez aussi un autre témoignage très fort d'une jeune fille qui a été esclave sexuelle de Daesh à 18 ans. Ouais. Vous étiez 3 hommes. Ouais. Ça a dû être compliqué à obtenir un témoignage comme ça. D'ailleurs, elle dit pas tout. Ouais. Hein. C'est drôle parce que j'allais justement te poser la question. Est-ce que toi, tu sens la différence quand tu as des hommes ou quand tu as des femmes? Énorme. Et comment tu l'adaptes? Souvent, les hommes, si c'est des hommes souvent qui ont du pouvoir, je vais jouer un petit peu la naïve parce que ça les rassure, même si je vais leur poser toutes les questions que j'ai à leur poser. Et quand c'est des femmes, généralement, je suis un peu plus à l'aise. Je suis plus naturelle, en fait. Plus incisive? Non, mais moi, je sais pas ce que t'en penses. J'ai remarqué que les femmes étaient souvent meilleures en interview. Elles allaient plus se livrer. Elles allaient plus dire finalement ce qui nous intéresse, ce qu'elles ressentent, que les hommes. Qui vont toujours être dans une posture de je veux paraître ci ou je veux paraître ça. T'as remarqué ça, toi, ou pas? J'ai pas fait le lien. Je sais que pour Adiba... Mais en même temps, t'es un homme. Donc toi, ça doit changer le prisme. C'est complètement différent. Nous, je sais que, évidemment, quand c'est des sujets comme ça et puis que c'est une femme, t'arrives avec une posture qui est complètement différente. Qui s'est fait violer, en plus. Et effectivement, là, on débarque, on est 4 même. On 4 est 3, plus le fixeur, qui est aussi un homme.
Et là, comment c'est compliqué là. Là, c'est compliqué, mais ça, tout d'un coup, en fait, tu essaies d'être le moins présent possible, j'allais dire. C'est-à-dire que autant un mec, on essaie de le mettre en confiance, et puis on discute, et puis on parle fort, on parle de foot, on rigole, et puis en fait, l'idée, c'est de lui dire justement, montre tes faiblesses, c'est pas grave. Ouais. Puis on est en train de discuter. Là où avec Adiba, c'est de lui montrer qu'on va respecter ce qu'elle va dire, et puis qu'il y aura évidemment aucun jugement, mais en fait, qu'on a besoin de comprendre son histoire parce que c'est important que les gens entendre ce qu'elle va raconter. Et puis qu'elle a presque un rôle de porte-parole à ce moment-là. Elle n'est pas juste en train de... Mais elle a du mal. Hein. Elle dit jamais, d'ailleurs, elle dit pas « je me suis fait violer ». Elle dit « les femmes se sont fait violer ». Tout le temps. بل هر حياتك قالك أبو زحمد بو داعش تعرضي احتسابت بون تعرضي كرينو فروتنت بون تعرضي خداميت بون تعرضي قالك تشتابون. Mais là, sur le fait justement il y avait plein de choses qu'elle voulait pas dire, vous avez décidé de pas insister. En fait, c'est là où le fait d'être un homme, tu peux pas. Voilà, c'est ça. C'est là où le fait d'être un homme, tu peux pas, parce que tu as quelqu'un en face de toi qui t'explique qu'elle a eu... tu sens que c'est assez laborieux. Comme tu dis, tu sens qu'elle a du mal à aller dans ces histoires-là, que tu peux que comprendre. Ouais. Et puis tu sens qu'à un moment, elle coupe court à la conversation. Et puis à ce moment-là, elle regarde même plus Sacha, elle regarde le fixeur. Donc ça veut dire que tout d'un coup, tu peux vite perdre le lien avec elle où elle dit mais en fait ça m'intéresse plus et puis en fait pourquoi je suis en train de faire ça et puis elle s'en va. Ouais. Donc t'as toujours ce risque, t'as toujours cette peur. Ce risque. Mais là en tant qu'homme, si peut-être Sacha avait été une femme, peut-être que ça aurait permis, tu vois, de trouver les mots ou d'amener la chose différemment. Là le fait effectivement d'être un homme, d'interviewer une femme sur des violences fait que forcément elle de facto son rapport aux hommes il est biaisé. Donc c'est sûr que ça complexifie un peu la chose, même si on essaie à chaque fois évidemment d'être le plus light possible. Est-ce que tu as aussi parfois l'impression qu'effectivement le fait d'être filmé et de témoigner, on a peut-être comme un effet thérapeutique sur les gens quand ils vont décider de tout livrer devant une caméra, qu'on a l'impression que ça les libère en fait quelque part. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que je pense que c'est le cas toujours dans la deuxième prise. Je trouve qu'il y a d'abord un truc hyper flippant. Tout d'un coup, ils voient des journalistes, on est trois, il y a une caméra, t'as quelqu'un qui fait son point, t'as Sacha qui est en train de relire ses questions, et puis ils sont un peu dans leur siège en train de dire qu'est-ce qui va se passer. Souvent, la première question et les 5 premières minutes, elles sont catastrophiques. D'ailleurs, on prend toujours des questions qui comptent pas. Hein. Exactement. Ça, c'est la technique. C'est les questions pour du beurre. Tu prends les questions qui comptent pas parce que tu sais qu'il faut que ça chauffe. Comment tu vois ta vie ici en Irak dans les prochaines années? خدي بشتي فيك أس بحورناك مصدرك مش عراقي لي أنا صدركتم هرس هاتم أس العراقي ده مرتاح ترم. Là, Saïd, effectivement, encore une fois, les 10 premières minutes, il est dans un truc, pas du tout de discussion. En fait, il est dans une interview. Je pense que c'est là la grosse nuance. Il est dans une interview, on lui pose des questions, il répond aux questions. Et puis au bout de 10 minutes, on s'arrête parce qu'il pleut, je crois. Et puis Sacha va discuter avec lui, avec l'aide du fixeur, et puis il lui explique, ok, là l'idée c'est plutôt, en fait, raconte-moi ce qui s'est passé. Tout d'un coup, Saïd, il parle plus à Tataki, il parle plus à une caméra, il parle à quelqu'un d'autre, un jeune qui a à peu près son âge, et puis en fait, qui lui demande, raconte-moi ce qui s'est passé. Et puis là, en fait, on rentre dans un truc qui est assez dingue, parce que là, effectivement, tout d'un coup, il va dans le détail. Et puis j'ai l'impression qu'en tout cas, ça donne cette impression-là sur le moment, où même lui, tout d'un coup, il y a des détails qui lui reviennent. داعش يسربربو داعش يسربربو قلنا ما قو انزلوا يا كلاب قداون كوجك او تسربر بهور قمل هنا جينيري هنا داعش بهور بقى هناك زارو جيبون انيبون ومسوراندن بشتي مسوراندن قو ارمي تلقى المكادنس بيد حسيام سرمدا كاتن يعني زلبن لا شابما تلقى شيء او يكم الناس كديني في داعش ده هذا الراس تسرم بردا سرم يفيدرام ما وقتها ينبرين مكاري أشمى بردة
ومن الفرة حلبان قلارة عم مستمر من الجند النيري وبالحوض النيري. Il y a les milices syriennes à un moment donné qui ont débarqué sur votre tournage parce que vous utilisiez un drone, c'est ça? Ouais, ça c'est une petite anecdote assez drôle qu'on n'a pas mis en montage parce qu'entre autres là ça aurait servi à rien. Mais il y a un moment évidemment sur ces tournages-là, très souvent le drone est interdit ou il est très réglementé, c'est assez chiant. Et là, on avait réussi à faire venir un drone de Mossoul. Pablo fait monter le drone. On est en train de filmer des ruines à ce moment-là. Et tout d'un coup, il y a 4 gars qu'on voit débarquer un peu plus haut vers nous. Pablo est dans la voiture à ce moment-là. Et en fait, on se dit, OK, s'ils voient qu'on est en train de faire du drone, là, on en a pour 3 heures, voire on a un gros problème. Mhm. Donc à ce moment-là, on demande à Pablo de rester dans la voiture. De se planquer? De se planquer, donc il est allongé sur la banquette arrière et on lui dit tu laisses le drone le plus haut possible, donc monte-le le plus haut possible pour qu'il le voit pas, qu'il l'entende pas. Puis à ce moment-là, c'est là où d'être fumeur ça sert. Ouais. C'est que là, tu tends toutes tes clopes. Tu les offres, c'est ça? Bah là, pour ce coup, tu vois, on est resté peut-être 5-10 minutes avec ces milices syriennes qui m'ont tapé la moitié de mon paquet de clopes en 10 minutes. Et en fait, ça a permis de détourner un peu l'attention. Tu fais un peu le naïf aussi, tu fais un peu le... Mais ils vous ont pas dit il est où le drone? Ils n'ont pas vu le drone. Eux, ils ont vu juste 4 gars à côté d'une voiture, à côté des ruines qui où faisaient avaient des des trucs combats bizarres, qui étaient bizarres et ils ont débarqué. Pablo, il est resté avec le drone beaucoup plus haut. Et puis au bout de 10 minutes, ils se sont barrés. Pablo a fait redescendre le drone et puis en fait, on s'en est sorti tranquille. Mais ça aurait pu être vachement chiant. Merci beaucoup Julien d'être venu. Merci infiniment Esther. C'était vraiment top. Merci d'être venu jusqu'à nous et c'était vraiment très intéressant et on espère longue vie à Tataki. Merci. On va pas manquer de continuer à regarder cette chaîne qu'on adore. Merci. Voilà. Si vous avez des questions pour Julien, postez-les en commentaire, on en sélectionnera 3 et il vous répondra dans un short que vous retrouverez prochainement sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cet épisode. Un grand merci à toute l'équipe en coulisses qui est à fond. Alors nous sommes un média indépendant, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don sur Tipeee. À bientôt sur Press Room.